Un millionnaire hurla dans la cour bondée d'employés en voyant Caroline toucher à son vieil autocar. « Vous, une gamine qui tripote ma Mercedes, c'est une blague !» Les rires des mécaniciens résonnèrent comme des coups de poignard, et quelqu'un murmura « Même les ingénieurs n'y sont pas arrivés, imaginez elle !» Caroline ravala l'humiliation, posa la main sur le moteur et murmura, presque à bout de souffle « Si j'ai raison, ça va en faire taire plus d'un ici. » Mais quand elle toucha le bloc, elle remarqua un détail si absurde que son cœur s'emballa. Et personne là-bas n'était préparé à ce qu'elle était sur le point de révéler. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'émeut encore chaque fois que je m'en souviens. C'est l'histoire d'une jeune femme de seulement 19 ans qui a été humiliée de la manière la plus cruelle possible, mais qui a trouvé une vengeance si douce, si parfaite, que cela semble digne d'un film. Sauf que cela s'est réellement passé à Clermont-Ferrand, une ville de province française. Et je jure que chaque détail vous donnera envie d'applaudir à tout rompre. Caroline Dubois venait d'avoir 19 ans quand cette histoire a commencé. Imaginez une jeune femme menue, avec cette manière discrète de celle qui a grandi en n'écoutant plus qu'en parlant, les cheveux toujours attachés en une queue de cheval pratique, les ongles coupés très courts, non par esthétique, mais parce que les ongles longs ne vont pas avec quelqu'un qui travaille avec des moteurs toute la journée. Elle portait des combinaisons de mécanicien, trop grandes pour son petit corps, héritées de son grand-père Jean-Pierre, et avait ces taches permanentes de cambouis sur les mains qui ne partent même pas avec du savon industriel. Mais savez-vous ce qu'il y avait de spécial chez cette jeune femme? Ses yeux. Quand Caroline regardait un moteur, c'était comme si elle voyait à travers le métal, comme si elle conversait avec les pièces et comprenait exactement ce que chacune essayait de dire. Elle n'a pas choisi d'être mécanicienne, la profession l'a choisie. Depuis l'âge de 7 ans, Caroline passait tous les après-midi dans le garage de son grand-père Jean-Pierre, un homme qui avait travaillé 40 ans pour les transports nationaux. Un géant de l'époque qui exploitait des lignes interrégionales. Jean-Pierre était une légende vivante parmi les mécaniciens de poids lourds. Il connaissait chaque vis, chaque circuit, chaque secret de ces énormes machines qui transportèrent des familles entières sur des milliers de kilomètres. Pendant des décennies, il fut le chef mécanicien que tous les chauffeurs voulaient pour s'occuper de leurs autocars, car il savait que si Jean-Pierre approuvait, le véhicule était sûr. Caroline a grandi en respirant le gazole et en entendant le ronronnement des moteurs, comme une berceuse. Son grand-père n'avait pas eu de fils, seulement une fille, la mère de Caroline, qui avait épousé un représentant commercial et ne s'était jamais intéressée à la mécanique. Alors quand cette jeune femme curieuse a commencé à poser des questions sur le fonctionnement des choses, Jean-Pierre a trouvé en elle l'apprenti qu'il avait toujours rêvé d'avoir. Il lui a tout appris, de l'identification du son d'un roulement usé au diagnostic de problèmes complexes dans les systèmes d'injection électronique. À 12 ans, Caroline changeait déjà seule les plaquettes de frein. À 15 ans, elle comprenait les transmissions pneumatiques mieux que des mécaniciens avec 20 ans de métier. Mais la vie a de ces ironies cruelles, vous savez. À 68 ans, Jean-Pierre a développé une arthrite sévère aux mains. Ses mains qui avaient réparé des centaines d'autocars, qui connaissaient chaque outil au toucher, ont commencé à se bloquer de douleur. Ses doigts gonflaient tellement qu'il ne pouvait plus tenir une clé à molette. Ce fut dévastateur de voir un homme si fort être vaincu par son propre corps. Il a essayé de continuer à travailler, donnant des instructions pendant que Caroline exécutait, mais la douleur était telle que même tenir un verre d'eau est devenu une torture. C'est alors que Caroline, à seulement 17 ans, a pris une décision. Elle a abandonné ses études en première année de lycée. Oui, elle sait que ce n'était pas la décision la plus sensée, mais parfois, la vie nous force à choisir entre l'idéal et le possible, et elle a repris complètement le garage. Le petit garage du Bois, dans la banlieue de Clermont-Ferrand, avait une clientèle fidèle mais modeste. C'était principalement des chauffeurs de camions indépendants, de petits entrepreneurs avec des fourgonnettes de transport scolaire, quelques autocars de coopérative, 3 500 €.
C'était à peine suffisant pour payer les factures de la maison, les médicaments très chers de son grand-père et maintenir Musique les outils en ordre. Caroline travaillait seule, arrivait au garage à 6 heures du matin et ne fermait les portes qu'à 20 heures. Les week-ends, oubliez ça. Elle répondait aux appels d'urgence car chaque euro comptait. Ses mains sont devenues calleuses, les muscles de ses bras se sont développés à force de serrer des vis et de soulever des pièces lourdes. Elle a appris à faire le travail de 3 hommes, car elle n'avait pas d'argent pour embaucher des aides. Et savez-vous ce qui faisait le plus mal? Le manque de respect constant. Quand Caroline arrivait pour un appel d'urgence sur la route, les chauffeurs la regardaient avec un mélange d'incrédulité et d'irritation. « C'est vous la mécanicienne ?» demandait-il, comme si elle n'était que la secrétaire venue ouvrir le capot. Elle avait déjà perdu le compte du nombre de fois où elle avait entendu « Appelle ton père, tu es trop jeune pour t'occuper de ça ». Mais Caroline ravalait sa colère, faisait le travail impeccablement, et quand le moteur redémarrait, elle voyait la surprise embarrassée sur les visages de ces hommes. Certains s'excusaient, la plupart payaient simplement, et partaient sans rien dire. Maintenant, de l'autre côté de cette histoire, nous avons Antoine Lefebvre. À 44 ans, il était tout ce que Caroline n'était pas. Musique, riche, confiant jusqu'à l'arrogance, gâté par la vie depuis le berceau. Antoine avait hérité de Transurbe de son père, une entreprise qui valait 32 millions d'euros et exploitait 87 autocars modernes sur les lignes urbaines de la Musique Région. Il n'avait jamais eu besoin de travailler vraiment. Il a grandi dans un manoir, a étudié dans une école privée coûteuse, a fait une école de commerce plus pour avoir le diplôme accroché au mur que par réelle nécessité. 500 000 euros, il conduisait une Mercedes-Benz classe S9 et traitait les employés comme des pièces jetables. Pour lui, les mécaniciens étaient de la main-d'œuvre bon marché, des gens qu'il payait pour faire le sale boulot qu'il ne se salirait jamais les mains à faire. Il avait cette attitude arrogante de celui qui n'a jamais été contredit dans la vie, cette certitude absolue que l'argent résout tout et que les personnes pauvres existent pour le servir. 3 ans auparavant, Antoine était allé à une vente aux enchères de ferraille de l'ancienne Étoile du Sud Transport qui avait fait faillite. Il s'ennuyait, cherchait un hobby et décida qu'il serait intéressant d'avoir un vieil autocar restauré comme pièce de collection. 80 000 euros juste parce qu'il le pouvait. Dans sa tête, ce serait simple d'embaucher des mécaniciens, de restaurer, de vendre pour 200 000 euros à un riche collectionneur. Facile. Sauf que l'autocar avait un problème. Le moteur ne fonctionnait tout simplement pas correctement. Il démarrait et s'arrêtait, redémarrait, calait. Antoine a appelé le chef mécanicien de sa propre flotte, un homme avec 30 ans d'expérience, diagnostic, problème de pompe à injection. 120 000 euros, ça n'a rien résolu. Ils ont appelé un spécialiste de Paris. Diagnostic, système électrique obsolète. 150 000 euros. Le problème a persisté. Ils ont même fait venir un ingénieur retraité de Mercedes-Benz qui avait travaillé à l'usine lorsque ce modèle était produit. 80 000 euros pour la consultation. 500 000 euros dépensés en pièces, diagnostics et tentatives frustrées. L'autocar était toujours là, garé dans un parc de véhicules abandonnés qu'Antoine entretenait à l'arrière de l'entreprise, accumulant poussière et rouille. Il en avait marre. Cet autocar était devenu une épine dans le pied, un rappel constant que tous les problèmes ne se résolvent pas avec de l'argent. Il décida de s'en débarrasser, de le vendre comme ferraille pour une bouchée de pain, juste pour ne plus avoir à regarder cette maudite ferraille. C'est là que les chemins de Caroline et Antoine se sont croisés, et vous n'allez pas croire comment cela s'est passé. Un jeudi après-midi, Jean-Pierre prenait son café dans la cuisine quand un ancien collègue des transports nationaux est venu lui rendre visite. L'homme, nommé Bernard, avait travaillé comme expéditeur et connaissait l'histoire de chaque autocar qui était passé entre les mains de l'entreprise dans les années 1970 et 1980.
Bernard a mentionné presque par hasard qu'il avait entendu parler d'un Mercedes-Benz O371 garé dans le parc de Transurbe que personne ne parvenait à réparer. Les yeux de Jean-Pierre brillèrent de cette étincelle de curiosité que l'âge et la douleur n'avaient pas éteinte. Il connaissait la légende de ce modèle. Dans les années 1970, certains chauffeurs de longues lignes interrégionales, notamment sur la ligne Paris-Marseille, avaient adapté des compartiments secrets dans leurs autocars, non pas pour quelque chose d'illégal, comprenez bien, mais parce qu'ils transportaient de l'argent, des documents importants et parfois même des bijoux de passagers qui payaient pour que leurs biens précieux voyagent avec une sécurité supplémentaire. Jean-Pierre avait entendu des histoires jamais prouvées selon lesquelles certains de ces compartiments avaient été oubliés lorsque les autocars avaient été vendus et qu'ils pouvaient encore contenir des choses intéressantes. Il a raconté cela à Caroline. Et elle, qui avait hérité non seulement des compétences techniques de son grand-père, mais aussi de sa curiosité insatiable, fut intriguée non seulement par le mystère possible, mais surtout par le défi technique. Un moteur que 5 mécaniciens expérimentés n'avaient pas réussi à diagnostiquer. C'était exactement le genre de casse-tête qui faisait briller ses yeux. Caroline a pris l'adresse de Transurbe, a mis ses outils de base dans un sac à dos usé et s'y est rendue un vendredi après-midi. Musique. Le parc de véhicules abandonnés se trouvait à l'arrière de l'entreprise, entouré d'une clôture rouillée. Elle a trouvé le portail entrouvert et est entrée. Il y avait là une quinzaine de vieux autocars à divers stades de décomposition, mais le Mercedes-Benz O371 se distinguait. Même couvert de poussière et avec des pneus à plat, il avait toujours cette élégance des classiques, ces lignes qui racontaient des histoires d'une époque différente. Caroline s'est approchée lentement, presque avec révérence, a posé sa main sur la carrosserie et a senti le métal froid sous ses doigts. C'est alors qu'elle a entendu la voix derrière elle. « Et qu'est-ce que vous faites ici ?» C'était Antoine Lefebvre. Il était venu au parc justement pour photographier l'autocar et mettre une annonce de vente sur Internet. Il portait un pantalon de ville coûteux, une chemise de marque et des chaussures de ville qui devaient coûter plus que ce que Caroline gagnait en 2 mois. Il la regarda de haut en bas avec cette expression que Caroline connaissait bien, dédain. Musique. « Je suis venu voir l'autocar », dit Caroline, essayant de garder une voix ferme. J'ai entendu dire que vous aviez un problème de moteur et je suis mécanicienne spécialisée en... Antoine commença à rire. Ce n'était pas un rire poli, c'était ce rire fort, moqueur, cruel. Une mécanicienne. Il regarda autour de lui comme s'il cherchait des caméras cachées. Une mécanicienne. À ce moment-là, 3 employés de Transurbe et 2 mécaniciens qui travaillaient pour la flotte apparurent dans la cour, attirés par la voix forte d'Antoine. Et c'est là, devant ces témoins, que commença l'humiliation que Caroline n'oublierait jamais. Mes chers amis, si vous pensiez que l'histoire était déjà difficile, préparez votre cœur. Car ce qui suit va vous laisser avec cette sensation d'injustice brûlant dans la poitrine. Mais restez avec moi, car je vous promets, musique, que toute cette douleur en vaudra la peine à la fin. Antoine Lefebvre était là, debout devant Caroline, riant de cette manière qui nous fait nous sentir petits, insignifiants. Et le pire, c'est qu'il n'était pas seul. Les 3 employés de Transurbe, 2 chauffeurs et un superviseur, s'approchèrent avec curiosité. Les 2 mécaniciens de l'entreprise, des hommes d'âge moyen, avec des uniformes sales de cambouis, vinrent aussi voir ce qui se passait. Et Antoine, réalisant qu'il avait un public, décida de transformer cela en spectacle. « Les gars, vous n'allez pas croire », dit-il en désignant Caroline comme si elle était une attraction de cirque. Cette gamine ici est venue proposer de réparer la Mercedes, que même l'ingénieur de l'usine n'a pas réussi à résoudre. L'un des mécaniciens, un homme nommé Marc, d'une 50aine d'années, ventru et avec une moustache grisonnante, laissa échapper un rire rauque. « Patron, elle a l'air d'avoir 15 ans. Vous êtes sûr qu'elle ne s'est pas échappée de l'école ?»« 19,
corrigea Caroline, sentant son visage rougir. J'ai 19 ans et je travaille avec les moteurs depuis l'âge de 7 ans. Mon grand-père. Votre grand-père. Votre grand-père. Antoine l'interrompit d'un geste dédaigneux de la main. Laissez-moi deviner. Votre grand-père était mécanicien et vous le regardiez travailler. C'est ça? Et maintenant vous pensez savoir quelque chose parce que vous avez grandi en jouant dans son garage? L'autre mécanicien plus jeune, d'une trentaine d'années, croisa les bras et regarda Caroline de haut en bas. Mademoiselle, avec tout le respect que je vous dois, j'ai 16 ans de métier. J'ai travaillé en concession automobile, dans des garages de camions. J'ai touché à toutes sortes de moteurs. Et je vous garantis que cet autocar a un problème que même des gens bien plus expérimentés que vous n'ont pas réussi à découvrir. Caroline respira profondément. Elle savait qu'elle devait garder son calme, que si elle montrait de l'émotion, il se moquerait encore plus. Je sais que cela semble improbable, mais si vous me laissez au moins examiner le moteur, je peux. Vous pouvez quoi? Antoine fit un pas en avant, envahissant son espace personnel de manière intimidante. Il était grand, devait mesurer 1,85 et utilisait cela pour s'imposer. « Dites-moi une chose, ma jolie, combien gagnez-vous par mois dans votre petit garage? Hein? Combien ?» Caroline hésita. Elle savait que cette question était un piège, mais mentir serait pire. 3500 €, ça dépend du mois. Le silence qui suivit fut pire que n'importe quel éclat de rire. Antoine regarda les autres hommes avec une expression de fausse pitié. Ce genre de regard qui feint la compassion mais cache un pur mépris. 3500 €, répéta-t-il en secouant la tête. Savez-vous combien j'ai dépensé pour essayer de réparer cet autocar? 500 000 €. C'est plus de 20 fois ce que vous gagnez en une année entière. J'ai fait venir le chef mécanicien de Mercedes-Benz, un homme qui a travaillé à l'usine pendant 30 ans. 80 000 € juste pour regarder cet autocar et il n'a rien découvert. Et vous, avec vos 3500 € par mois, vous pensez que vous allez résoudre le problème? L'un des chauffeurs, un homme plus âgé, aux cheveux complètement blancs, rit doucement. Patron, je crois que la gamine a regardé trop de vidéos sur YouTube et se prend pour une ingénieure. YouTube. Antoine frappa dans ses mains comme s'il avait eu une révélation. C'est ça. Vous êtes de cette génération Z qui pense avoir appris un métier en regardant une vidéo de 10 minutes sur Internet. Mon Dieu, quel siècle vivons-nous? Caroline sentit les larmes monter, mais elle se mordit la lèvre avec force. Elle n'allait pas pleurer. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Elle avait appris de son grand-père Jean-Pierre qu'un vrai mécanicien laisse le travail parler de lui-même. Alors, elle tenta une approche différente. « Monsieur Lefebvre, dit-elle, en gardant la voix aussi ferme que possible, vous pouvez vous moquer de moi autant que vous voulez, mais je suis venu ici de bonne foi. Puis-je au moins écouter le moteur tourner? Juste ça. Vous n'avez même pas besoin de me payer. Vous n'avez pas besoin de me donner d'opportunité. Laissez-moi juste écouter. » Antoine la regarda comme s'il évaluait un insecte particulièrement irritant. Musique. Puis, avec un soupir théâtral de celui qui fait une immense faveur, il hocha la tête. « Marc, démarre cette saleté. Laissons la petite demoiselle avoir son moment. Qui sait, elle a peut-être des pouvoirs magiques que nous, simples mortels, n'avons pas. » Marc entra dans l'autocar, s'assit sur le siège du chauffeur et tourna la clé. Le moteur fit une première tentative faible, puis une autre, et à la troisième fois, il démarra. Mais le son qui en sortait était clairement anormal. Il y avait un bruit métallique irrégulier, une vibration qui ne devrait pas exister. Et toutes les quelques secondes, le moteur calait comme s'il allait mourir. Caroline ferma les yeux et écouta simplement. Elle avait appris de Jean-Pierre que chaque moteur a sa propre voix, son propre rythme, et quand quelque chose ne va pas, c'est comme une note fausse dans un orchestre. Elle bloqua les rires étouffés des hommes autour, bloqua la sensation d'humiliation qui brûlait dans sa poitrine et écouta simplement. «
15 secondes, c'est tout ce dont elle eut besoin. « C'est l'arbre à Cam, dit-elle en ouvrant les yeux. Il est désaligné, probablement de 2, peut-être 3 millénaires au maximum. La désynchronisation provoque le raté de combustion. Toutes les 4 rotations complètes, une soupape ne se ferme pas au bon moment, causant cette vibration métallique que vous entendez. Caroline vous envoie un salut à vous qui écoutez. Dites-moi, vous comprenez les moteurs? Avez-vous déjà changé une pièce de voiture? Le silence qui suivit fut différent du précédent. Ce n'était plus du mépris, c'était de la surprise. « L'arbre à Cam », répéta-t-il, puis il recommença à rire, mais cette fois le rire avait une pointe de colère. « Savez-vous combien de mécaniciens ont déjà dit ça? 3. 3 mécaniciens différents ont donné le même diagnostic. Nous avons changé la pièce complète 2 fois, 120 000 € là-dessus. Et le problème a persisté. C'est parce que ce n'était pas la pièce qui était défectueuse, insista Caroline en faisant un pas en avant. C'était l'alignement. Le nouvel arbre a été installé avec le même jeu. 2 mm semblent insignifiants. Mais sur un moteur de ce type, avec ce niveau de précision, 2 mm font toute la différence. Si vous me laissez voir. Ça suffit. La voix d'Antoine tonna dans la cour. Il était rouge. Maintenant, les veines de son cou saillaient. Assez de cette mascarade. Vous venez ici, une gamine de 19 ans, et vous voulez me dire que vous avez découvert le problème que des ingénieurs diplômés n'ont pas réussi à résoudre. Vous voulez me prendre pour un idiot? Il sortit son portefeuille de la poche de son pantalon, Musique l'ouvrit et en sortit quelques billets. 200 €. Il froissa les billets dans sa main et les jeta sur le sol en béton sale de Cambouis, aux pieds de Caroline. Prenez ça et allez acheter du rouge à lèvres, ma jolie. Allez au centre commercial, faites-vous les ongles, je ne sais pas. Mais arrêtez de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. La mécanique n'est pas un endroit pour les petites femmes, encore moins pour une enfant comme vous. C'est un travail d'homme, un travail lourd, sale, qui exige force et expérience. Les vrais hommes ont déjà abandonné cet autocar. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous, avec votre visage de bébé, avec vos petites mains, pourriez réussir quelque chose? Le mécanicien le plus jeune laissa échapper un rire et commenta à son collègue, assez fort pour que Caroline l'entende, elle devrait être à la maison à aider sa mère à faire la cuisine. Pas ici, à faire semblant de comprendre les moteurs diesel ou à chercher un petit ami. L'autre compléta. À cet âge, les filles normales se préoccupent de vêtements, de fêtes, de ces choses-là. Celle-ci est un peu perdue, je crois. Caroline regarda l'argent par terre. Chaque fibre de son corps lui criait « musique » de prendre ses billets et de les jeter à la figure de cet homme arrogant. Mais c'était 200 €. C'était une partie des médicaments de son grand-père. C'était de la nourriture sur la table. Elle ne pouvait pas se permettre de refuser de l'argent par orgueil, même si cela coûtait sa dignité. Elle se baissa, ramassa les billets un par un sur le sol sale, les redressa et les mit dans la poche de sa combinaison. Chaque mouvement était une torture. Elle sentait les regards des hommes, elle entendait les petits rires étouffés. « Bonne fille !» dit Antoine avec ce ton condescendant que l'on utilise avec les petits-enfants. « Maintenant, rentrez chez vous et oubliez cette idée folle d'être mécanicienne. » Caroline le regarda dans les yeux. À ce moment-là, elle vit quelque chose qui la surprit. Sous toute cette arrogance, tout ce mépris, il y avait un vide profond. Antoine avait l'expression d'un homme qui avait tout et n'avait rien en même temps. Elle ne le savait pas encore, mais dans les mois suivants, elle découvrirait son histoire. Antoine était veuf depuis 2 ans. Sa femme était décédée d'un cancer du sein à 38 ans, le laissant seul dans ce grand manoir de Clermont-Ferrand. Il n'avait jamais eu d'enfant. Elle ne pouvait pas à cause d'une condition médicale. Et Antoine n'avait jamais développé de véritables amitiés, car il avait toujours traité tout le monde comme inférieur. Il avait de l'argent, il avait une entreprise, il avait des biens matériels, mais il rentrait chaque soir dans une maison vide et dînait seul en silence. L'arrogance,
Le mépris envers Musique et les autres était l'armure qu'il utilisait pour cacher la solitude dévastatrice qui le consumait de l'intérieur. Mais Caroline ne le savait pas encore. À ce moment-là, elle ne voyait qu'un homme cruel qui venait de l'humilier de la pire façon possible. « Je peux réparer cet autocar, » dit-elle, et sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « Et quand j'y arriverai, Musique, quand je prouverai que j'avais raison, vous devrez ravaler chacune de ces paroles. » Antoine fit un pas menaçant vers elle. « Vous me menacez, gamine ?»« Non, monsieur. Je vous fais une promesse. Sortez d'ici, dit-il en désignant le portail. Sortez d'ici avant que je ne perde vraiment patience et que j'appelle la police. Caroline tourna le dos et commença à marcher vers le portail. Chaque pas était lourd, comme si ses pieds étaient de plomb. Derrière elle, elle entendait les commentaires. La pauvre, elle est un peu perdue. Ces filles d'aujourd'hui veulent être ce qu'elles ne sont pas. Elle devrait étudier, pas jouer à la mécanicienne. Elle ne regarda pas en arrière, traversa simplement le portail et suivit le trottoir jusqu'à l'endroit où elle avait laissé la vieille moto de son grand-père garée. 500 000 kilomètres au compteur, et elle calait chaque fois qu'il pleuvait. Caroline monta sur la moto, mit son casque fêlé qu'elle avait recollé avec de la superglue et resta assise là un long moment. Ses mains tremblaient tellement, Musique, qu'elle ne parvenait pas à mettre la clé dans le contact. Les larmes vinrent enfin, chaudes, Musique, et amères, coulant sur son visage et embuant la visière de son casque. Elle pensa à son grand-père Jean-Pierre à la maison, assis dans ce vieux fauteuil du salon, les mains gonflées, posées sur ses genoux, incapable de tenir une simple tasse sans la laisser tomber. Il avait dédié 40 ans de sa vie à la mécanique, il avait été respecté et admiré, il avait bâti une solide réputation, et maintenant elle était là, portant son héritage, traitée comme une blague. Caroline essuya ses larmes du revers de la main et, finalement, réussit à démarrer la moto. Le moteur toussa 2 fois avant de prendre. Elle accéléra et partit, mais son esprit était déjà au travail, car une chose qu'Antoine Lefebvre ne savait pas à propos de Caroline Dubois, c'est qu'elle avait hérité de son grand-père non seulement le savoir-faire technique, mais aussi l'entêtement. Quand quelqu'un lui disait qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose, cela ne faisait que la pousser à prouver le contraire, avec encore plus de force. Cette nuit-là, Caroline ne dormit pas. Elle resta éveillée dans la petite maison qu'elle partageait avec son grand-père et sa mère. Une simple construction de 3 pièces dans la banlieue de la ville, pensant à l'autocar, le son du moteur résonnant dans son esprit comme une musique qui ne vous quitte pas. Elle savait qu'elle avait raison. Elle était absolument certaine de son diagnostic, mais comment le prouver? Et c'est alors qu'elle se souvint des histoires de son grand-père, les légendes sur les compartiments secrets. Bernard avait mentionné que ce Mercedes-Benz spécifique venait de la ligne Paris-Marseille. Si la légende était vraie, s'il y avait vraiment quelque chose de caché là, à 3 heures du matin, Caroline prit une décision qui changerait sa vie pour toujours. Elle se leva du lit, enfila des vêtements sombres, prit un sac à dos avec des outils de base et une lampe frontale que son grand-père utilisait pour les travaux nocturnes, et quitta la maison en silence. Musique. La clôture du parc de Transurbe était partiellement cassée dans un coin à l'arrière. Elle l'avait remarqué pendant la journée. Ce n'était pas techniquement une effraction si la clôture était déjà cassée, n'est-ce pas? Elle rit seule, nerveuse, sachant qu'elle était sur le point de faire quelque chose de complètement fou. Mais Caroline n'était plus cette jeune femme humiliée de l'après-midi. Elle était une mécanicienne déterminée avec une mission. Et quand elle a sauté cette clôture à 3h30 du matin sous le ciel étoilé de Clermont-Ferrand, elle n'avait aucune idée que dans les heures suivantes, elle découvrirait quelque chose qui transformerait complètement non seulement sa vie, mais aussi la vie de l'homme qui lui avait jeté de l'argent aux pieds. Pouvez-vous imaginer le cœur de Caroline battre, tandis qu'elle traversait ce parc sombre? Moi, oui. Chaque ombre semblait une menace. Chaque bruit de la nuit la faisait se recroqueviller. Si quelqu'un la surprenait là, ce serait la fin. Violation de propriété, peut-être même accusation de tentative de vol. Mais vous savez,
Ce moment dans la vie où l'on sent qu'il faut faire quelque chose, même si c'est de la folie, c'était exactement ce que Caroline ressentait. La lampe frontale n'éclairait que le chemin immédiatement devant elle. Le parc était dans un silence absolu, seulement le son lointain des voitures sur l'avenue principale et le chant de quelques grillons cachés dans la végétation qui poussaient entre les autocars abandonnés. Caroline s'approcha du Mercedes-Benz O371 comme on s'approche de quelque chose de sacré. Même couvert de poussière, même vieux et oublié, cet autocar avait une dignité, une présence. Elle ouvrit la porte avant qui n'était pas verrouillée, Dieu merci. Et le grincement des charnières rouillées résonna trop fort dans le silence de la nuit. Caroline se figea, le cœur battant, s'attendant à entendre des cris ou à voir des lumières s'allumer. Rien, juste le silence qui la réenveloppait comme une couverture. L'intérieur de l'autocar sentait le moisi, le vieux caoutchouc et le métal oxydé. Les sièges en tissu bleu étaient déchirés et tachés par le temps, la mousse jaunie sortant par les trous. Le tableau de bord du chauffeur avait ce look vintage des années 1970. De gros boutons, des cadrans analogiques, le tout dans des tons de beige et de marron qui étaient à la mode à l'époque. Caroline s'assit sur le siège du chauffeur, sentant les ressorts cassés appuyés inconfortablement, et un instant se permit d'imaginer combien de personnes ce siège avait transporté, combien de kilomètres, combien d'histoires. Mais elle n'était pas là pour des rêveries, elle avait du travail à faire. Caroline ouvrit le capot du moteur à l'aide du levier interne. Le clic métallique résonna et elle descendit de l'autocar en contournant jusqu'à l'avant. Le moteur Mercedes-Benz OEM 352 était là, silencieux et énigmatique dans l'obscurité. Elle ajusta sa lampe frontale et commença à examiner. Ce que les autres mécaniciens n'avaient pas remarqué, ce que même l'ingénieur de l'usine n'avait pas noté, était subtil, si subtil qu'il fallait des yeux entraînés et, plus important encore, une expérience spécifique avec musique, les moteurs anciens. Jean-Pierre disait toujours que les moteurs modernes étaient précis mais impersonnels, tandis que les moteurs anciens avaient de la personnalité, des bizarreries, de petites particularités que seuls ceux qui vivaient avec eux comprenaient. Caroline prit une règle de précision de son sac à dos et commença à mesurer. Elle vérifia l'alignement de l'arbre à cames, comparant avec les spécifications qu'elle avait mémorisées d'un vieux manuel technique que son grand-père gardait au garage. Et là, c'était exactement comme elle l'avait diagnostiqué, un désalignement de 2-3 mm. Une bagatelle qu'un mécanicien pressé ne remarquerait jamais, mais qui était suffisante pour provoquer cette désynchronisation fatale. La pièce à remplacer coûterait 340 €. 500 000 € avaient été dépensés pour tenter de résoudre le problème, car personne n'avait eu la patience de mesurer avec une précision millimétrique. Ils avaient supposé que le problème était plus grand, plus complexe, plus cher. Ils n'avaient jamais imaginé que cela pouvait être quelque chose d'aussi petit. Caroline sourit seule dans l'obscurité. Elle avait raison. Elle savait qu'elle avait raison. Et le sentiment de justification était doux comme du miel. Elle sortit son téléphone portable et photographia le moteur sous plusieurs angles, marquant avec un stylo l'endroit du désalignement, créant une preuve visuelle du diagnostic. C'est en rangeant son téléphone que son regard tomba à nouveau sur l'intérieur de l'autocar et elle se souvint des histoires de son grand-père, les compartiments secrets. Caroline remonta dans l'autocar et commença à examiner systématiquement. Elle savait, d'après les histoires de Jean-Pierre, que les anciens chauffeurs étaient créatifs. Les compartiments ne se trouvaient pas dans des endroits évidents. Ils devaient être suffisamment discrets pour passer inaperçus lors d'inspections rapides, mais accessibles aux chauffeurs qui savaient où chercher. Elle examina sous les sièges. Rien. Elle vérifia les panneaux latéraux. Rien. Elle tapota légèrement les parois intérieures, cherchant des sons creux. Rien. Elle passa 40 minutes à chercher et était sur le point d'abandonner lorsqu'elle se rassit sur le siège du chauffeur, frustrée. C'est alors qu'elle remarqua. Le panneau arrière, juste derrière le siège du chauffeur, présentait une petite imperfection dans l'ajustement. Rien de très évident, juste une ligne qui n'était pas parfaitement alignée avec le reste.
Caroline passa ses doigts là, sentant, il y avait quelque chose de différent. Elle prit un tournevis fin et commença à explorer avec précaution. Ses doigts trouvèrent un petit mécanisme de verrouillage caché sous un caoutchouc desséché. Son cœur s'emballa. Elle pressa, tourna légèrement et entendit un clic sourd. Le panneau se détacha, révélant un compartiment d'environ 40 cm de profondeur qui s'étendait sur le côté de l'autocar. Caroline éclaira avec sa lampe et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Enveloppés dans un tissu ciré qui avait résisté au temps, se trouvaient 3 petits albums en cuir marron, du genre que les collectionneurs utilisent pour ranger des pièces de monnaie. À côté d'eux, une épaisse enveloppe en plastique contenant des documents et une lettre manuscrite sur du papier jauni par le temps et soigneusement pliée, les mains tremblantes. Et vous devez comprendre, mes amis, elle tremblait vraiment, car elle savait qu'elle touchait à quelque chose d'important, quelque chose qui avait été oublié par le temps. Caroline prit les albums un par un. Le premier album contenait des pièces d'or, d'anciennes pièces brésiliennes, avec cet éclat mat que l'or ancien possède. 20 000 reis de la période impériale avec le visage de Louis-Philippe Ier gravé. Il y avait des pièces de 1889, l'année de la proclamation de la Troisième République. Certaines étaient dans un état de conservation impressionnant, comme si elles avaient été frappées hier. Le deuxième album contenait des pièces d'argent et de bronze, des séries commémoratives, y compris les très rares pièces de l'abolition de l'esclavage de 1848. Et là, au milieu, Caroline reconnut quelque chose qui fit bondir son cœur. 3 pièces de la série Tête de chat de 1936, qui sont considérées par les collectionneurs comme parmi les plus rares et les plus précieuses de France. Le troisième album contenait d'autres pièces de différentes périodes, toutes méticuleusement organisées avec de petites étiquettes manuscrites indiquant l'année et la valeur faciale. Mais ce fut la lettre qui fit vraiment comprendre à Caroline l'ampleur de sa découverte. Elle déplia le papier avec précaution et commença à lire à la lumière de sa lampe. La calligraphie était ancienne, soignée, de cette époque où les gens écrivaient des lettres avec un stylo-plume. « À qui trouvera ce trésor? Mon nom est Sébastien Martin et j'ai 67 ans. J'écris ceci en janvier 1973, juste avant de prendre ma retraite, après 30 ans, à conduire l'autocar pour l'Étoile du Sud Transport. Cette collection de pièces représente toute ma vie de travail. J'ai commencé à collectionner à 20 ans, fasciné par l'histoire de notre France racontée à travers ces petites pièces de métal. Chaque pièce ici a une histoire. Certaines ont été achetées, d'autres ont été échangées, certaines ont été des cadeaux de passagers devenus amis au fil des ans. J'ai tout gardé dans ce compartiment secret que j'ai fait faire en 1965, car ma maison a été cambriolée 2 fois et je, musique, ne pouvais pas perdre ce que j'avais mis une vie entière à rassembler. Mon plan était de tout retirer à ma retraite à la fin de cette année et de transmettre la collection à mon fils, Sébastien Junior, qui a 35 ans et s'est toujours intéressé à l'histoire. Mais si quelqu'un lit ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé avant que je ne puisse le faire. Je demande de tout cœur à celui qui trouvera ceci de chercher ma famille. La moitié de cette valeur leur appartient de droit d'héritage. L'autre moitié appartient à celui qui a eu la curiosité, l'intelligence et la chance de trouver. Que cette découverte apporte joie et non musique, tristesse, opportunité et non cupidité. Que Dieu bénisse celui qui lit ces mots. Sébastien Martin, chauffeur, 705 012, Paris. Caroline lut la lettre 3 fois. Ses yeux étaient embués, non de tristesse, mais de cette émotion profonde que l'on ressent quand on touche à quelque chose d'humain, de réel, d'authentique. Cet homme, Sébastien, avait gardé là toute sa vie de travail et n'avait jamais pu la récupérer. Que lui était-il arrivé? Était-il mort avant de prendre sa retraite? Sa famille avait-elle cherché cette collection? Mais Caroline était pragmatique. Elle savait qu'elle avait fait une découverte significative et qu'elle devait la protéger et se protéger elle-même. Elle sortit son téléphone portable et commença à tout documenter méticuleusement.
Elle photographia chaque album, chaque pièce, individuellement, la lettre sous tous les angles. Elle activa la localisation GPS de son téléphone pour que les photos aient des coordonnées et une heure exacte. 04h37 du matin, avec les coordonnées précises du parc de Transurbe, à Clermont-Ferrand. Musique. Elle photographia le compartiment ouvert, le mécanisme secret, tout. Elle savait pourquoi elle faisait cela. Preuve irréfutable que c'était elle qui avait découvert, qu'elle était là à ce moment précis, que le trésor existait, car elle n'était pas naïve. Elle savait que lorsqu'Antoine Lefebvre découvrirait ce qu'il y avait là, il essaierait de tout prendre pour lui et elle devrait se battre. Caroline rangea tout soigneusement dans le compartiment. Elle referma le panneau, remit le verrou, vérifia 3 fois pour s'assurer que tout était exactement comme elle l'avait trouvé. Puis, avec les photos sauvegardées dans le cloud et une copie envoyée à sa propre adresse e-mail comme sauvegarde, elle sortit de l'autocar, ferma la porte et disparut dans la nuit de la même manière silencieuse qu'elle était arrivée. Quand elle rentra chez elle, le soleil commençait à éclairer l'horizon. Caroline ne dormit pas, prit une douche, changea de vêtements et resta assise à la table de la cuisine, prenant son café et réfléchissant. Elle avait besoin d'un plan. Musique. Elle ne pouvait pas simplement aller raconter à Antoine l'histoire du trésor. Il l'aurait chassée et aurait tout gardé, mais elle ne pouvait pas non plus rester silencieuse, car la lettre de Sébastien avait été claire. La moitié appartenait aux héritiers. À 7 heures du matin, Caroline appela un avocat qui rendait parfois des services à de petits commerçants du quartier, expliqua la situation sans révéler de valeurs exactes ni trop de détails. Musique et posa des questions sur les droits de découverte de trésors cachés. L'avocat, un homme nommé Dr Henry, d'une 50aine d'années, expliqua que, selon le Code civil français, articles 716 à 717, les trésors trouvés fortuitement sur la propriété d'autrui sont partagés à parts égales entre le propriétaire de l'immeuble ou du bien où il a été trouvé, et celui qui a fait la découverte. Caroline le remercia, raccrocha et sourit. Elle avait la loi de son côté, elle avait les preuves et elle avait un plan. À 8h30 du matin, Caroline retourna au parc de Transurbe, cette fois par l'entrée principale. Antoine était là, comme elle s'y attendait, discutant avec le directeur administratif de la vente de l'autocar, comme ferraille. Il la vit s'approcher et son visage se tordit d'irritation. « Vous encore ? Je ne vous ai pas dit hier de... J'ai une proposition. » Caroline l'interrompit et sa voix sortit ferme, confiante. Elle n'était plus la jeune femme humiliée de la veille. Elle avait quelque chose qu'il voulait, même s'il ne le savait pas encore. Je répare le moteur du Mercedes gratuitement, sans vous coûter un centime. Musique. En échange, je garde 50% de tout objet de valeur que je trouverai à l'intérieur ou autour de l'autocar pendant le travail. Antoine la regarda comme si elle était devenue folle. De la valeur? Quelle valeur? C'est une ferraille de 50 ans. Alors vous n'avez rien à perdre, n'est-ce pas? Caroline haussa les épaules. S'il n'y a rien de valeur, vous obtenez un moteur réparé gratuitement. Si je trouve quelque chose, nous partageons à parts égales. Cela semble juste. Antoine regarda le directeur qui haussa les épaules. Il était évident qu'il trouvait cela ridicule, mais il n'y voyait pas non plus de problème. Un vieil autocar n'avait rien de valeur au-delà de la ferraille. « D'accord, » dit Antoine en riant. « Faisons à votre manière, petite demoiselle, mais je veux ça par écrit, avec des témoins, juste pour que vous ne puissiez pas dire après que je vous ai trompé. » Ils rédigèrent un document simple, écrit à la main par le directeur administratif, signé par Antoine, Caroline et 3 témoins, 2 employés et un comptable de l'entreprise qui était au bureau. Le document stipulait « Caroline Dubois réparera le moteur de l'autocar Mercedes-Benz O371, immatriculation AB 123 CD, sans frais. En échange, il est convenu que 50% de tout objet de valeur trouvé à l'intérieur ou associé au véhicule pendant le travail lui appartiendra, et 50% au propriétaire du véhicule, Antoine Lefebvre. »
Antoine signa avec ce sourire de celui qui pense faire une faveur à une enfant sotte. Il n'avait pas la moindre idée qu'il venait de signer le document qui changerait complètement le cours de cette histoire. Maintenant, faites attention, mes chers amis, car c'est ici que la justice commence enfin à être rendue. Et quelle douce justice ce fut! Caroline demanda ses outils de sa moto. Elle avait apporté tout ce dont elle avait besoin dans le coffre de sa moto. Antoine et les employés observaient avec cette expression mêlée de curiosité et de scepticisme. Elle sentait les regards, les commentaires chuchotés, musique, mais elle ne s'en souciait plus. Elle avait un travail à faire. Elle se glissa sous le capot de la Mercedes-Benz comme on entre en territoire connu. Musique. Ses mains se mouvaient avec une précision chirurgicale, dévissant, ajustant, mesurant. Le problème était exactement là où elle l'avait diagnostiqué, avec un calibre de précision et une clé spéciale que son grand-père Jean-Pierre avait fabriquée artisanalement dans les années 1980 pour travailler justement avec les moteurs anciens de Mercedes. Elle commença le réalignement de l'arbre à cames. Le travail dura 2h40, non pas parce que c'était complexe, mais parce que cela devait être parfait. Chaque ajustement d'un demi-millimètre, chaque serrage de vis avec un couple exact, Caroline travaillait dans un silence absolu, concentré, bloquant le monde autour d'elle. Il n'y avait qu'elle et le moteur qui conversaient dans ce langage que seuls les vrais mécaniciens comprennent. Quand elle eut terminé, elle s'essuya les mains sur un vieux chiffon et se tourna vers Antoine. « Vous pouvez démarrer. » Marc, le mécanicien qui s'était moqué d'elle la veille, entra dans l'autocar avec une expression sceptique, tourna la clé, le moteur démarra du premier coup, et le son, mon Dieu, le son était parfait. Ce ronronnement profond, régulier, puissant qu'un moteur diesel bien réglé produit, sans rater, sans vibration irrégulière, sans ce bruit métallique qui avait tourmenté tous les mécaniciens précédents. Le silence qui suivit fut absolu. Marc accéléra le moteur 2-3 fois. Musique. Parfait. Il l'éteignit, le ralluma. Parfait. Encore. Il sortit de l'autocar avec l'air d'avoir vu un fantôme. Elle l'a réparé, dit-il à Antoine, la voix pleine d'incrédulité. Le moteur est parfait. Musique. Antoine devint rouge. Ce n'était plus la rougeur de la colère, mais celle de la honte mêlée de colère contre lui-même. 500 000 €, il avait fait venir des spécialistes de Paris, des ingénieurs de l'usine, et une jeune femme de 19 ans avait résolu le problème en moins de 3 heures. « Combien ?» demanda-t-il, la voix tendue. « 340 €, répondit calmement Caroline. Le problème n'était pas la pièce, c'était l'alignement. 5 mm de désalignement, exactement comme je l'avais dit hier. » Le regard qu'Antoine lui lança à ce moment-là était celui de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Caroline continua. « Maintenant, concernant notre part de l'accord, je dois examiner l'intérieur de l'autocar en entier. » Comme convenu, Antoine fit un geste impatient de la main. « Faites ce que vous voulez. Il n'y a rien là-dedans à part de la poussière et des sièges déchirés. » Caroline monta dans l'autocar. Les hommes restèrent dehors, discutant de la façon dont cela avait été possible. Elle se dirigea directement vers le panneau arrière du siège du chauffeur, pressa le mécanisme secret que seule elle savait où il se trouvait et ouvrit le compartiment. Elle prit les 3 albums, l'enveloppe avec les documents et la lettre de Sébastien. Musique. Elle descendit de l'autocar avec tout dans les bras. Quand elle apparut à la porte, tenant ces objets, tous cessèrent de parler et regardèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Antoine. « Un compartiment secret, » expliqua Caroline en descendant les marches. Derrière le siège du conducteur, il y a un mécanisme de verrouillage caché. Musique. À l'intérieur, il y avait ceci. Elle ouvrit le premier album devant tout le monde. Les pièces d'or brillaient, même sous la lumière naturelle du jour. Philippe fit un pas en avant, les yeux écarquillés. « C'est de l'or ?» « Des pièces, musique ancienne française. » Isabelle confirma. « Période du Premier Empire et de la Troisième République. »
Et il y a une lettre ici de l'ancien chauffeur, un monsieur nommé Jean Dubois, expliquant qu'il a gardé cette collection de 30 ans de travail ici, et n'a jamais pu la récupérer. Elle tendit la lettre à Philippe, qui la lut rapidement. Quand il eut fini, il regarda de nouveau les albums, et Isabelle put voir le moment exact où la cupidité s'empara de lui. Ses yeux changèrent. Ils devinrent calculateurs. « Le bus est à moi, dit-il, la voix basse mais ferme. Cela signifie que tout ce qui se trouvait à l'intérieur est aussi à moi. Vous avez réparé, musique, le moteur comme promis. » Isabelle s'y attendait déjà. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, monsieur Philippe. Nous avons un accord signé avec des témoins, 50% de tout ce qui a de la valeur que je trouverai. Je ne savais pas qu'il y avait des pièces d'or. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait cet accord ridicule. » Philippe commença à élever la voix. « Vous m'avez trompé. Je n'ai trompé personne. » Isabelle resta calme, mais ferme. « Vous pensiez qu'il n'y avait rien de valeur, vous avez parié là-dessus et vous avez perdu. De plus, selon le Code civil français, articles 716 à 717, les trésors trouvés sur la propriété d'autrui sont partagés à parts égales entre le propriétaire et le découvreur. J'ai déjà consulté un avocat. Vous allez me poursuivre pour ça ?» Philippe eut un rire sans joie. « Vous savez combien coûte un bon avocat ? J'ai le meilleur cabinet d'avocats de Lyon en soutien. Je vais vous ensevelir sous les procès jusqu'à ce que vous abandonniez. » Ce fut au tour d'Isabelle de sourire. « Vous pouvez essayer, mais j'ai des preuves que j'ai découvert cela seul. » Elle prit son téléphone et montra les photos avec horodatage et GPS. Hier soir, 4h37 du matin. Les coordonnées GPS confirment que j'étais ici dans cette cour. Les photos montrent le compartiment fermé, puis ouvert, et chaque article photographié individuellement. Tout est documenté. Philippe pâlit. « Vous avez envahi ma propriété la nuit. La clôture était cassée. » Isabelle haussa les épaules. « Mais vous pouvez même me poursuivre pour intrusion si vous voulez. Vous avez dépensé des sommes considérables avec des mécaniciens coûteux au lieu de laisser une mécanicienne compétente examiner le véhicule. Et vous devrez expliquer pourquoi vous avez tenté de rompre un accord signé avec des témoins, dès que vous avez découvert qu'il y avait une valeur réelle en jeu. » Le directeur administratif, qui avait été témoin de l'accord, s'éclaircit la gorge avec gêne. « Monsieur Philippe, techniquement, elle a raison. L'accord était clair, et nous avons signé en tant que témoins. » Philippe regarda autour de lui et réalisa qu'il était en train de perdre. Tous les employés le regardaient, attendant de voir ce qu'il ferait. S'il essayait de tout prendre par la force, il serait clair pour tous quel genre d'homme il était vraiment. « D'accord, » dit-il finalement. Chaque mot semblait arraché de force. « Il se peut qu'elle ne vale rien. » « Parfait. » Isabelle acquiesça. « Nous allons les faire évaluer par 3 experts numismates indépendants. Et il y a autre chose. Cette lettre mentionne la famille de Jean, un fils nommé Jean Dubois Junior. Ils ont aussi droit à une part. Il ne s'agit pas seulement de nous deux. » Philippe relut la lettre, cette fois avec plus d'attention, et quelque chose changea sur son visage. Peut-être était-ce la façon dont Jean avait écrit sur le fait de transmettre la collection à son fils, sur toute une vie de travail représentée dans ces pièces. Philippe était orphelin de mère depuis l'âge de 15 ans, et son père était décédé il y a 3 ans, lui laissant l'entreprise, mais aucun souvenir affectif réel. Il n'avait jamais eu quelque chose qui représentait l'amour ou un véritable héritage, seulement de l'argent et des biens matériels. « D'accord, » dit-il. Finalement, la voix fatiguée. « Nous allons faire les choses correctement, évaluer les pièces, trouver la famille, diviser équitablement. Mais je vous jure, jeune femme, que si vous essayez de me tromper, mon nom est Isabelle. » Elle l'interrompit. « Isabelle Lefebvre, je ne vous ai pas trompé, vous m'avez sous-estimé. Musique, il y a une différence. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite, mes chers amis, car cette partie de l'histoire m'émeut encore aujourd'hui.
Les pièces ont été évaluées par 3 experts numismates différents à 1 million d'euros. La famille de Jean Dubois a été localisée. Son fils, Jean Dubois Junior, maintenant âgé de 85 ans, a pleuré en tenant la collection que son père n'avait jamais pu récupérer. Après des négociations médiatisées par des avocats, un accord a été trouvé. 1 million d'euros. 2 ans plus tard, la vie d'Isabelle était méconnaissable. Avec cet argent, elle a acheté 3 bus électriques modernes et a formé un partenariat 50-50 avec Philippe, créant la première ligne de transport durable de Lyon. La ligne génère 15 000 euros par mois. Le Mercedes-Benz O371 a été entièrement restauré et est exposé en permanence au Musée des Transports de Paris. Musique avec une plaque racontant l'histoire de Jean et de la découverte. Isabelle a utilisé 50 000 euros pour emmener son grand-père Marcel suivre un traitement spécialisé en Allemagne. Il a récupéré 70% de la mobilité de ses mains et est retourné travailler à temps partiel à l'atelier, non par nécessité, musique, mais par amour. Et l'Institut Isabelle Lefebvre a déjà formé 46 jeunes femmes à la mécanique de véhicules lourds avec un taux d'employabilité de 92%. Philippe Martin s'est complètement transformé, est devenu le plus grand investisseur de l'Institut et, lors d'événements du secteur, raconte l'histoire de la façon dont une jeune femme de 19 ans lui a donné la plus grande leçon d'humilité de sa vie. Il a appris que la compétence n'a pas d'âge, de genre ou d'apparence. Isabelle conduit encore personnellement l'un des bus électriques 2 fois par semaine, portant le même modèle de combinaison qu'elle portait le jour de l'humiliation, en souvenir de ses origines, et preuve que la dignité, le savoir et la persévérance l'emportent toujours sur les préjugés. Que finalement, ce qui définit une personne n'est pas l'argent qu'elle possède, mais ce qu'elle sait faire avec excellence et la manière dont elle traite les autres en chemin.